Et donc je passe l'audition, trop stressé, mais nul, pourri, vraiment. Je sors de là, j'appelle mon agent, je me dis bon bah laisse tomber, nul. Putain, ils m'ont rappelé, et ils ont appelé mon agent en disant écoute, c'était nul, on va pas se mentir, mais c'est pas possible, on s'est dit ce gars, on le connaît, on l'a vu travailler, c'est trop bizarre, ça a pas dû bien se passer, il devait stresser et tout. J'ai dit ouais, complètement, on veut le revoir. D'accord. Et j'y suis retourné, et en fait, il y avait Omar qui était là. Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité, avec des interviews, des débats, des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je suis en compagnie d'un comédien que vous avez pu voir au cinéma dans Intouchable, Mon Poussin, Les Aventures de Spirou et Fantasio, ou encore Edmond où il incarne justement Edmond Rostand, auteur de Cyrano de Bergerac. Il est aussi le premier rôle de la série qui est disponible sur Salto, qui s'appelle Les Aventures du jeune Voltaire, où il incarne Voltaire, et on l'a aussi entendu dans le film Pixar En Avant. Merci Thomas Oliveres d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et ça nous fait très plaisir de te recevoir. Je vais te présenter les clapeurs qui vont t'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, nous retrouvons une clapeuse qui est productrice et qui est une grande fan d'Edmond d'ailleurs. Elle trépignait d'impatience à l'idée de te recevoir. Et d'ailleurs, j'ai une preuve que c'est une fan d'Edmond que je vais vous diffuser en direct. C'est parti. Elsa, toi, t'as sorti un film qui est sorti très tôt en 2019, Edmond d'Alexis Michel. C'est un film qui donne énormément la pêche. On a envie de créer tous ces projets après avoir vu ce film. Et la performance de Thomas Oliveres aussi est incroyable. Voilà, c'était je ne parlerai donc qu'à toi. Alors Thomas, exactement. Vous pouvez partir. J'étais médium, je savais qu'on te recevrait un jour et du coup. Bien joué. Dans ton top 3 des films préférés de 2019, ça a pointé. On l'a là d'ailleurs Edmond, puisqu'on va le faire remporter lors du blind test en ta compagnie. Donc Elsa est très jalouse, je pense que. Non mais je vais le marquer, je fais ça et puis. Discrètement, il va avec la dédicace aussi de Thomas. Tac, tout va se retrouver dans ton sac. Bon, est avec toi un clapeur journaliste qui est un peu notre Fantasio à nous. Ça voudrait dire donc qu'Elsa serait Spirou. Lui, en tout cas, c'est Gabriel Thibault. Salut, et franchement Fantasio, bon là, ça te va? Mais c'est un journaliste aussi, c'est pour ça, donc je fais la petite. C'est un honneur que tu me fais. Pour ceux qui n'auraient pas la ref. Bon, commençons Thomas, tout simplement, avec une première question qu'on me pose à chaque fois, mais qui est intéressante. Comment est venue ta passion du cinéma? D'où ça vient? Je pense que ça vient de mon grand-père qui m'amenait. En fait, tous les mercredis, j'étais gardé par mes grands-parents et on allait au centre commercial. Et ma grand-mère passait énormément de temps à faire des courses. Et du coup, avec mon grand-père, c'était un peu notre truc. On allait au cinéma. Et c'est lui qui m'a emmené voir pas mal de films, notamment des films que j'aurais pas du tout dû voir à mon âge. Donc, La 9e porte de Polanski et entre autres, Harry est un ami qui vous veut du bien. C'est vraiment deux films que je retiens. C'est les deux films qui m'ont le plus terrorisé quand j'étais petit. Et en fait, c'est resté et tous les ans, enfin à chaque fois, tous les mercredis. Au bout d'un moment, j'ai grandi, donc j'y allais un peu tout seul. Lui allait voir un film, moi j'allais voir un autre film. Lui s'endormait dans les films pendant les séances et moi j'étais comme un dingue et je regardais pas mal de films. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu. C'est cette cinéphilie des salles de cinéma. Il y a des films qui t'ont marqué comme séance justement jeune où tu t'es dit tiens, j'aimerais être acteur, j'aimerais après, le fait d'être acteur, c'est venu par mes frères, parce que j'avais deux frères qui ont commencé très jeunes le théâtre et qui jouaient au théâtre, et j'allais les voir en coulisses. Et sur les deux, il y en a un qui a continué et pas l'autre. Et mon grand frère, donc qui est comédien, encore auteur et metteur en scène, je l'ai suivi pendant pas mal de temps en coulisses. Et c'est lui qui m'a transmis un peu ce truc-là. Il m'a poussé sur scène quand j'étais tout petit, et je jouais dans des spectacles amateurs au départ, puis c'est devenu professionnel. Il a monté une troupe professionnelle. Et c'est comme ça que j'ai commencé par le théâtre, surtout avant d'arriver par le cinéma. Et t'as commencé à 6 ans d'ailleurs? Ouais, j'ai commencé à 6 ans au théâtre, mais très professionnellement, j'ai commencé vraiment vers 13 ans. Et j'ai commencé avec un acteur que je pense que vous connaissez qui s'appelle William Lebguil. Oui. Et nous on se connaît depuis qu'on a 10 ans. On a commencé les cours amateurs. C'est mon frère qui nous donne des cours. Moi j'étais dans le clan des adultes parce que j'étais un peu plus avancé pour mon âge et je travaillais qu'avec des adultes. Et Will il est arrivé dans le truc des jeunes et après il n'y avait plus de cours pour adultes. Donc moi j'ai rebasculé vers les jeunes. C'est comme ça que je l'ai rencontré et on a fait nos classes comme ça.
Elsa, oui. Du coup, quel avantage ça t'a apporté de commencer par du théâtre pour passer au cinéma? Est-ce que ça t'a appris des choses? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire quelque part de commencer par du théâtre pour faire du cinéma ou... Bah en fait, moi je pense que le théâtre ça t'apporte une rigueur et le sens du travail. Voilà, le sens du texte, le sens de se dire bah c'est important de connaître ton texte, c'est important pour créer un personnage, pour rentrer dans un personnage. C'est pour ça que moi j'aime bien les biopics, enfin je pense que n'importe quel acteur aime ça, mais moi il y a un côté très laborieux où j'aime bien travailler, faire des recherches, et puis la construction du personnage. Quand tu fais du théâtre, ça t'aide quand même, voilà, Edmond Rostand. Je pense que si j'avais pas eu ce bagage-là, j'aurais pas pu faire ça aussi. Et pareil, là, Voltaire, la tenue de se tenir en époque comme ça, la façon de dire le texte, ça c'est le théâtre qui m'a aidé, je pense. Gabriel. Est-ce que jouer au théâtre, c'est comme jouer au cinéma, ou est-ce qu'il y a deux pratiques vraiment très différentes? En fait, ça dépend de quel point de vue on se met. Je sais que c'est une grande question. Il y en a certains qui vont dire bah non, c'est pareil et tout. Moi, je pense que c'est pas pareil parce qu'il y a quand même un effort de. Déjà, quand tu es au théâtre, quand tu joues un rôle, tu le joues tu pars d'un point A et tu vas à un point B, puisque c'est sur la continuité. Ça se joue comme ça du début à la fin. Donc, la construction de ton personnage, l'évolution, il se fait le jour même. Donc, le jour de la représentation. Au cinéma, c'est beaucoup plus laborieux puisque tu vas commencer, ton personnage, tu fais jamais un film dans la continuité, c'est assez rare. Donc forcément, ton personnage, il évolue. Faut vraiment, c'est pas pareil. Puis c'est con, mais c'est toujours la même chose. Tu peux te reprendre au théâtre, tu peux pas te reprendre. Tu dis bon bah ce soir, je l'ai chié, demain je vais essayer de faire mieux. Au théâtre, c'est aussi ça, c'est aussi la rigueur de se dire je vais jouer la pièce. Voilà, moi j'ai joué au théâtre parfois 200, 300 représentations. Il faut réussir tous les jours à retrouver la légèreté et le naturel que tu as sur la première représentation quand tu as commencé. Elsa. Et au cinéma, est-ce que tu as une manière particulière d'aborder un personnage? Est-ce que tu as une manière de travailler? Est-ce que tu aimes discuter avec le réalisateur avant beaucoup pour connaître ses détails? Ouais, moi j'adore parler énormément. Là d'ailleurs je parle beaucoup, mais j'aime bien c'est le but. Non mais j'aime bien parler en amont avec le réalisateur pour être sûr de lui ce qu'il veut, de moi potentiellement ce qui me gêne, ce qui marche pas. En fait, j'aime pas tout d'un coup quand tu arrives sur une scène le jour J et tu dis ah ça marche pas, il y a un truc qui me va pas. Bah en fait si tu avais fait ce travail en amont, tu te serais pas posé cette question là. Quand tu arrives sur un plateau, normalement tout doit être quand même réglé. Enfin, faut pas que tu rentres sur une scène en disant ah ouais mais là ça marche pas, ah tiens on peut changer ça. Je trouve toujours ça un peu bancal d'arriver sur le plateau et te dire non mais on va trouver, on va improviser, on va. Après, ça dépend des réalisateurs, ça dépend des rôles. Moi, c'est vrai que les derniers rôles que j'ai faits, c'est quand même des rôles qui demandent beaucoup de travail en amont, de recherche, de création, d'invention de personnages. Et voilà. Ça te perturberait d'être dirigé par Woody Allen, qui lui, elle dit justement qu'il aime pas discuter avec les acteurs. Non, mais en soi, le réalisateur, s'il travaille comme ça, si pour lui, par exemple, Alexis Michalik, on s'est très peu parlé. Ah oui, d'accord. Non, Alexis, voilà, il me disait la pièce, tu l'as vue, elle est comme ça, il faut faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Il était très directif, genre c'est comme ça et pas autrement. Et après, moi, en amont, j'avais besoin de travailler. Après, ça c'est parce que c'est mon côté, j'ai pas fait d'école. Je viens du terre-terre comme on dit hein. Non mais voilà, je viens du théâtre, j'ai pas fait d'école, je suis passé très vite fait au cours Florent, mais je suis pas resté, donc j'ai un petit côté un peu manque de légitimité. D'accord, okay. Donc j'ai besoin de ce truc de travail, de labeur et de chercher pour me sentir légitime. Ça te rassure, ça te donne confiance. Gabriel. Oui, moi j'avais une question aussi sur le lien théâtre-cinéma. Au théâtre, tous les spectateurs sont à peu près placés au même endroit, alors que finalement au cinéma, la caméra elle bouge de tous côtés, donc finalement on y regardait de plein de points de vue différents. Est-ce que ça change quelque chose pour le métier d'acteur, cette pluralité des points de vue en fait, c'est vrai qu'en fait oui et non, parce qu'au théâtre, quand tu es sur scène, tu dois tout faire pour oublier le public, puisque tu joues pas vraiment pour eux. Mais en même temps, il faut que tu dises que le mec qui est au dernier rang là-bas, il est en train de dormir, donc il faut que tu joues pour lui pour qu'il se réveille. Et en même temps, au cinéma, tu joues pour la caméra, mais en même temps, il faut l'oublier. Enfin, tu vois, c'est compliqué de dire je joue pour la cam. Si tu commences à jouer pour la cam, c'est que tu te la racontes un peu. Non mais voilà, et en même temps faut se placer, faut la technique de se placer pour la caméra, de se placer là. Si tu te mets là comme ça, c'est mieux que si tu te mets comme ça. Donc c'est un rapport pour moi c'est deux métiers différents, c'est deux façons d'aborder les choses différemment.
Voilà. Mais c'est marrant parce que dans tes films, on voit qu'il y a un rapport quand même assez étroit entre le théâtre et le cinéma. On a donc on a Edmond, on a un film que tu as tourné avec Catherine Deneuve, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. Qui t'as l'air surpris. Ouais, non, ça parle de théâtre aussi. Ouais, non, mais personne. Mais comment vous savez que je fais ça? Des infos secrètes. Non, je gueule. Non, c'est sur. Je crois que j'ai trouvé ça sur Allociné, tout simplement. Ah bah ouais. Et avec Bastien Huguetto et qui est formé dedans. Enfin, je pense, j'ai pas vu le film, mais je pense c'est très cool. Le scénario est très cool. C'est c'est Benoît Mariage, un réalisateur belge. Ouais. Et ouais, effectivement, je fais un metteur en scène aussi. Voilà, lien avec le théâtre. Il y a Voltaire qui a écrit des pièces de théâtre. C'est ça. Donc. Mais je vais essayer. Non, mais. En fait, en soi, ce qui est assez... je me rends compte au fur et à mesure, parce que je fais des introspections aussi sur ce que je... Ouais, c'est bien. Non, sur mais tes choix de... Non, mais qu'en fait, j'ai jamais vraiment fait le rôle d'un mec normal, en fait. Non, mais j'ai jamais fait un mec de mon âge. J'ai fait Spirou et Fantasio, bon bah... Oui, pas trop. Bah voilà, Voltaire, même Sale Gosse ou Mon Poussin, c'est quand même... Mais c'est des rôles de création. D'accord. C'est pas à chaque fois c'est un peu des compositions. D'accord, c'est marrant. C'est pas vraiment un mec genre naturel. Tu te sens pas proche de ces. Non, c'est pas que je me sens pas proche, c'est qu'après on me propose pas vraiment de. Moi, j'ai jamais eu une proposition de genre un mec de 30 ans qui voilà. Et ça t'intéresserait de jouer justement un rôle qui est beaucoup plus proche de toi ou... Ouais, mais après moi j'ai aucun problème à jouer de l'époque. Au contraire, j'adore. Mais j'ai aucun a priori sur un rôle ou quoi que ce soit. Je vais pas pouvoir te répondre en me disant quel rôle t'as envie de jouer. Ah bah j'ai envie de jouer ça. Oui, en fait, j'ai envie de jouer peu importe le rôle avec plaisir. Mais du coup dans ce film avec Catherine Deneuve, c'est pareil, un personnage qui te... Non, oui, potentiellement oui, ça c'est un peu la première fois. Le gars dit j'ai jamais eu. En fait, il oublie qu'en fait il vient de le faire. Non mais et encore parce que c'est moi je sais pas. D'accord, Elsa. Mais dans Respire, tu joues un personnage. C'est vrai, mais c'est vrai. Non mais parce que ça c'est des petites participations. Oui. Respire, mais même là le film de Benoît Mariage, c'est une petite participation. C'est pas un vrai personnage qui a une tenue du début à la fin. J'ai pas d'évolution forcément de personnage, c'est des petites choses. D'accord. Donc j'ai pas eu encore ce travail à faire sur un rôle du quotidien, on va appeler ça comme ça. Elsa, mais justement, au fur et à mesure que tu évolues dans ta carrière et que tu grandis tout simplement, est-ce que tu penses tes choix de carrière différemment du coup ou est-ce que comment ça se passe? Comment tu la gères en fait cette carrière cinématographique? C'est un grand mot, mais non mais en fait je sais pas s'il faut gérer une carrière ou pas. Si certains vont dire oui, moi pour l'instant là ce qui est sûr c'est que j'ai essayé, avec Edmond notamment, de faire des rôles qui s'éloignaient de ce que j'avais pu faire, c'est-à-dire l'ado à cheveux longs et grosses lunettes qui a des soucis familiaux ou de sexualité avec des meufs et qui n'a pas confiance en lui. Au final j'ai fait Edmond qui est un mec qui a pas du tout confiance en lui. Oui, mais une approche différente. Voltaire par exemple c'est la première fois où j'ai un personnage qui est actif. La plupart du temps j'ai eu des personnages passifs qui évoluaient en fonction de la situation réellement, mais c'est la première fois où j'ai eu un personnage vraiment qui était en colère, qui était révolté. Très actif Voltaire. Mais tu l'as vu? Ouais. Ah bon? Bah oui, écoute, on a préparé. on a préparé. Sur Salto vous êtes... Bah oui, bien sûr. Mais oui. ça marche, mais ça fonctionne. La série, tu l'as pas vu? Ah oui, sur Salto. Bah oui, bah écoute, on a vu. Non, j'avoue qu'on a vu par hasard que c'était. En recherchant, on s'est dit, mais en fait, attends, on n'était pas au courant. Mais je l'ai appris ce matin, qu'elle était diffusée sur Salto. Dès maintenant, mais mais du coup, d'ailleurs, c'est une réinterprétation un peu plus mordante de. À la base, je me dis peut-être que ça va être le téléfilm un peu classique de France 2. Et en fait, non, c'est quand même un peu. On peut dire comme le premier plan post-générique, c'est ça lance bien bonne haleine quoi. Ça c'est un grand moment pour moi de se dire que sur France 2 il va y avoir une ouverture après générique sur le premier épisode qui est quand même un truc qu'on n'a jamais vu sur le service public. On va pas vous le spoiler comme ça vous pourrez directement voir. C'est important justement, j'en parlais, j'ai eu le réalisateur ce matin au téléphone, Alain Tasma, et on se disait je pense que c'est important de le dire que c'est pas chiant. Ah oui non, vraiment c'est classique, ça oui, mais c'est pas chiant. Enfin c'est pas un cours d'histoire, c'est pas même c'est classique justement, je trouve qu'il y a un rythme, il se passe des choses, on s'ennuie pas c'est pas le film historique, on apprend toute la vie de Voltaire de façon c'est un peu plus c'est pas l'épisode de Stéphane Bern sur Voltaire. Oui, c'est ça. Non mais c'est important de le dire parce que j'ai peur que les gens, je me pose la question et cette impression là, j'ai peur que les gens se disent oh là là
Voltaire, c'est chiant, je l'ai appris à l'école, je l'ai lu. Non, alors qu'au contraire, je trouve que c'est un personnage qui est hyper intéressant. Mais c'est passionnant, et je pense que ce premier plan dont on parle et qu'on spoilera pas montre très vite, on sent les intentions, quoi. Où est-ce que la série va, et c'est vrai que c'est un personnage dans lequel un registre dans lequel on t'a pas beaucoup vu, quoi. Il est hyper actif, toujours en constante rébellion, et c'était compliqué ou alors en fait t'as retrouvé par rapport à Edmond. Il y a d'ailleurs quel lien t'as fait entre Edmond? Est-ce que ton expérience sur Edmond t'a un peu aidé pour le travail sur l'époque, sur quelque chose comme ça, ou pas du tout? Non, pour le coup, chaque projet est différent, et j'évolue en fonction du projet. Non, là le travail était pas le même, puisque je suis arrivé très tard sur Voltaire. Ah, d'accord. Et la série devait commencer, je crois, mi-janvier, et moi je suis arrivé début décembre. Et du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de me plonger dans le personnage, dans la création, c'est-à-dire dans relire. D'habitude, je lis tout. Et de mon Rostand, je peux faire un master. Spirou Fantasio, je peux raconter tout ce que tu veux. J'ai tout lu, tout vu, machin. À chaque fois, je fais ça, et c'est la première fois où j'ai pas vraiment eu le temps. Donc après, j'ai beaucoup parlé avec le réal. On a fait beaucoup de séances de discussion et de lecture. D'ailleurs, il a une réputation apparemment, Alain Tasma, qui est Comment vous savez ça? Qui pas avec les doses du métier de la télévision. Je sais qui a parlé. Fais gaffe. Justement, il est exigeant, et c'est ça qui est intéressant. Ça t'a fait peur ou pas? Franchement, j'avais besoin de ce rapport-là, et j'avais besoin de cette exigence-là. Moi, je suis quelqu'un qui est très exigeant, qui demande beaucoup, et du coup, j'avais besoin de me frotter à un réalisateur comme ça. J'ai pas été déçu, ça n'a pas été simple effectivement, mais on s'est rencontrés, et vraiment je suis hyper content d'avoir travaillé avec lui. Je sais que tout le monde va pas être du même avis. Ça t'a stimulé, quoi. Ouais, certains vont le trouver dur, vont le trouver trop dur, trop exigeant, parfois méchant. Ouais, et en même temps, moi je l'ai trouvé juste à chaque fois, et voilà, c'est un réalisateur qui demande beaucoup d'investissement, et je trouve ça cool. Il a plus de 70 ans, c'était le premier assistant de Godard, c'est le premier assistant de Truffaut, Claire Denis, Barbara Schrader. Ouais. Je pense qu'il connaît un peu le cinéma, et on lui fait pas. Mais ça se voit en termes de mise en scène, c'est pareil, c'est pas la mise en scène plan. Il se passe des choses à l'image. Et puis pour le budget qu'on a eu sur cette série, je trouve qu'on s'en sort vraiment agréablement bien. Bah super. Voilà. Gabriel, t'avais une question? Oui, c'était plus justement sur l'ambiance de Voltaire, où comme tu disais, ça a vraiment un peu modernisé le personnage aussi, parce qu'on s'attache beaucoup à présenter ses bandes de potes, ses amis, ses relations, ses conquêtes et tout. Donc ça apporte quelque chose de nouveau en fait pour passer du personnage. Oui et non, parce qu'il était comme ça. Pour le coup, cette série, il n'y a pas d'anachronisme, hein. C'est vraiment toutes les. Alors, personne n'était là pour dire il était comme ça. Mais moi, j'ai 400 ans. Beaucoup plus vieille, Elsa, qu'on croit. Hein. Attention à ton dentier, Elsa. Non, il était comme ça. C'était un charmeur un peu. Il était vraiment un mec qui allait vraiment sur tout ce qui bougeait. Hein, on va pas se mentir. Même si on disait que c'était un amant à la neige, c'est-à-dire ses conquêtes disaient qu'au final, bon. Déçu. C'est le plaisir de séduire. Voilà, mais c'est exactement ça. C'est le plaisir de séduire. C'était vraiment le plaisir du bon mot, le plaisir de la bonne phrase, le plaisir de tout d'un coup la femme qui le regarde et qui se dit ah putain, il est pas mal. Et après bon, déçu. Mais il y a un casting d'ailleurs incroyable. Il y a Valérie Bonneton, Thibaut de Montalembert, Pascal Demolon, il y a Victor Meutelet aussi qu'on a. Christa Terré, il y a Eric Caravaca. Oui, c'est ça. Patrick Dassum-Sao. Non, il y a non, c'est très cool. Et Bernard Lecoq qui fait Voltaire plus âgé. Non, il y a un chouette casting, je trouve. Et ça permet aussi, je pense, ça va permettre aux gens de pouvoir voir ceux qu'ils ont déjà vu. Par exemple, Valérie Bonneton, elle est très surprenante, je trouve, dans ce rôle-là. Elle est vachement bien, c'est super, elle est super dedans. On n'a pas l'habitude de la voir aussi comme ça. Oui, franchement, c'est très déstabilisant de la voir. En fait, c'est ça. Je tape le poing sur la table, ça y est, c'est parti. Non, mais c'est ça aussi. Je trouve qu'on oublie, c'est qu'un acteur, il est capable de jouer des tas de choses. Oui. Sauf que si on l'enferme dans une case de genre, elle est drôle, donc on va lui faire que des trucs drôles, des trucs un peu exagérés, de mère de famille comme ça. Forcément, au bout d'un moment, ça y est, on sait, elle sait faire. Mais si tout d'un coup tu la mets un peu ailleurs, tu te dis
en fait elle le fait aussi très bien. Et c'est ça qui est frustrant, et c'est pour ça que moi j'ai essayé de tourner un peu, d'aller vers Edmond pour montrer aussi d'autres choses, pour pas m'enfermer dans un rôle de préado alors que j'ai 67 ans quoi. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un rôle que tu as eu peur de faire ou qui t'a un peu peur non, je suis très angoissé comme garçon, mais c'est pour ça que je travaille aussi beaucoup en amont, mais non, c'est pas peur, mais si tu dis est-ce que je vais être à la hauteur, enfin est-ce que tu dis je vais faire Voltaire, donc bon. Moi je pensais pas à Voltaire, je me dis je vais faire François-Marie Arouet qui est un jeune garçon, fils de notaire, qui est pas encore Voltaire, donc c'est d'oublier cette pression là. Edmond Rostand, bon bah tu dis Edmond Rostand, donc c'est angoissant, mais t'as pas peur, non, au contraire, c'est mon métier, j'ai tellement hâte de tourner, de travailler que c'est un plaisir. Mais c'est stimulant de jouer des génies, des créateurs. Ah ouais, c'est hyper stimulant. Après, on rentre chez soi, on se dit genre, tu fais tes verres et tout. Mais ça passe de la pommade. Et toi, tu joues beaucoup de personnages passionnés. On remarque parce que je pense que je suis comme ça aussi dans la vie. Je suis un passionné de cinéma, je suis un passionné des gens. J'aime bien jouer des rôles comme ça, et moi tant que c'est pour raconter des histoires aussi, je raconte des personnages qu'on connaît pas vraiment, c'est un peu des anti-héros. Edmond c'est un anti-héros, Voltaire ça l'est un peu aussi, ça l'est, puis c'est un personnage on s'attend pas à le voir comme ça. En fait au fond Voltaire, il est pas non plus, c'est pas un personnage hyper positif, parce que c'est quand même un gars, tout ce qu'il veut c'est la gloire, hein. Lui il y a que ça qui l'intéresse, hein. Son frère lui dit d'ailleurs t'es égoïste, t'es un impie préoccupé de ta seule gloire. Bah c'est vrai, il a raison, il se préoccupait que de ça, donc voilà, c'est en ça c'est des personnages intéressants. Elsa, justement tu parlais un peu de comment tu construisais tes rôles, est-ce qu'il y a un rôle dans ta carrière où tu t'es dit si je devais le rejouer maintenant je le ferais différemment? Je pense tous les... non mais justement si tu devais en choisir un par exemple. Franchement en fait c'est tellement dur de se voir, moi c'est un enfer, j'arrive absolument pas à accepter, c'est horrible. Voltaire je l'ai vu, j'étais sous terre quoi, ah ouais, t'aimes pas ta prestation? Je confirme qu'elle mais en fait et pourtant après je sais le réal va me dire, mais c'est marrant parce que en fait, avec Alain Tasma, je pense qu'on s'est aussi rencontrés parce que c'est un angoissé terrible. Il est extrêmement dur, mais ça cache au fond quelqu'un qui a pas du tout confiance en lui. Et je sais que la première chose qu'il m'a dite avant que je voie la série, il m'a dit j'espère que tu vas t'aimer dans ce rôle-là parce que tu mérites et tout. Et j'ai beaucoup de mal. Mais c'est vraiment un travail que j'essaye de faire. Et aujourd'hui. Je le vois, allez hop, je l'ai vu, on passe à autre chose et je ne regarde pas. Mais est-ce que j'ai un rôle que j'aimerais refaire? Un rôle où tu t'es surpris sinon? Surpris? Ouais, surpris. Où tu t'es dit non? Je sais pas. Non, après je reconnais. Ça, franchement, là, je fais un pas en avant. Les gens qui me connaissent vont se dire, waouh, il fait un pas en avant. Je reconnais que dans Voltaire, il y a une scène ou deux où je me suis dit genre ok, franchement là t'as été au bout de ce que tu voulais, ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas voilà, je suis satisfait de cette scène là et je suis content d'avoir fait ça, voilà. Mais je vais pas dire genre mec waouh t'as pas tous les DVD de tes films chez toi quoi. Là c'est genre, là c'est Daniel Day-Lewis, là on est proche. Mais c'est pour bientôt, t'as le temps, tu peux encore nous faire bientôt impossible, les gars sont incroyables. Ça peut exister, ça peut arriver. Non mais c'est fou parce que tu dis toujours putain, est-ce que j'ai le truc quoi, est-ce que t'as le truc quoi que certains ont, tu te dis peu importe le gars. Ils se le posent aussi cette question. Non, je les autres. Moi, je pense parce qu'ils regardent leur film en tremblant. Moi je crois qu'il y en a, ils savent très bien. Daniel Day-Lewis, je pense qu'il doute beaucoup. Non, je parle pas de là, je reviens plus proche, je reviens en France, mais non, je pense qu'il y a des gens qui savent très bien. Il y a des acteurs et voilà, il suffit qu'ils disent je vais chercher le pain et tu fais genre waouh, mais le gars est tellement fort, comment il est capable. Non mais je regarde des trucs parfois et je me dis genre waouh, putain, je sais pas comment il a fait, trop fort. J'ai pas ce charisme, tu vois, j'ai pas le truc. T'as des acteurs en tête non, je dirais pas, mais non, il y a les Américains, forcément il y a plein d'acteurs où tu te dis waouh, c'est trop la classe quoi, trop la classe. Mais non, on a aussi en France des très très grands acteurs et des très grandes actrices, encore plus des grandes actrices. Mais du coup, tu parlais de grandes actrices, t'as été dirigée par une grande actrice qui est Mélanie
Mélanie Laurent. Ouais. Et aussi Alexis Micheli, qui est acteur aussi. Grande actrice. Une grande actrice, exactement. Comment est-ce que c'est d'être dirigé par un réalisateur qui est aussi acteur? Est-ce que ça t'aide? C'est plus facile Alors, c'est marrant que je parle de ces deux personnes, parce que ça n'a absolument rien à voir. Les deux personnes n'ont absolument rien à voir. Alexis, ce qui est compliqué, c'est que c'était le metteur en scène aussi de la pièce, et c'est l'auteur, donc lui, il a tout, c'est lui qui a tout fait, et donc Alexis, il va te dire c'est comme ça qu'on le fait parce que c'est comme ça que ça marche. Ce qui en soi se confirme complètement. Mélanie, c'était complètement différent. Moi, j'ai adoré travailler avec elle. J'ai adoré travailler avec Alexis aussi, mais j'ai adoré travailler avec Mélanie parce que c'est ça, la manière dont elle travaille qui est hyper intéressante. Moi, je me souviens qu'elle nous disait en fait, considérez que vous êtes tout le temps en train de jouer. C'est-à-dire, vous ne savez pas où est la caméra. De toute manière, vous la verrez sans doute pas. Et effectivement, là, la caméra, elle est très mobile. En tout cas, sur les films que j'ai fait, j'en ai fait 2. C'est Plongé, le deuxième. Ouais, Plongé. Mais en fait, on s'est tellement bien entendu sur Respire qu'en fait, elle m'a dit, moi, je veux que tu reviennes. Donc, elle m'a appelé, elle m'a dit, j'ai rien pour toi, mais viens, on s'en fout, on improvisera. Moi, Respire, j'avais pas de texte, j'étais que dans l'impro. Et en fait, elle fait ça beaucoup, c'est-à-dire, elle fait des petites pastilles. Et moi, je me souviens d'une scène où il nous restait une demi-heure avant d'aller à la cantine, on était en avance, et on s'est dit, plutôt que faire la pause maintenant, on passait devant un mur, elle dit bah tiens Lou, Joséphine, Lou Delage et Joséphine Japy, asseyez-vous, tiens Thomas, allez là, asseyez-vous contre le mur, tiens pose la caméra là, et elle nous donnait une situation genre voilà, elle te raconte une blague, t'es mort de rire, et tous les autres vous comprenez pas pourquoi les deux elles sont en train de se marrer et pas vous. Ok, on fait ça, vas-y, on tourne. Je dis mais jamais on va garder ça. Et puis en fait si, il y a plein de scènes dans le film qui sont des petites pastilles de moments qu'on a improvisé comme ça à la volée, et j'aime bien ce travail là. Puis j'aime bien la manière dont elle s'approche des acteurs, la manière dont elle parle aux acteurs. C'est une actrice qui est hyper sensible, et tu sens qu'elle a une manière de parler aux acteurs qui est différente, et c'était assez agréable. Voilà. Gabriel. Moi j'ai une question, parce que tu es passé par plein de médias différents, en fait, plein de formats, tu as fait de la web série, du cinéma, du théâtre, etc. La pub. Est-ce que et du podcast aussi, Queen of Sex. Ah ouais. T'as prêté ta voix. Et même du doublage. Et je fais même des livres audio. Ah ouais. On savait pas. Si vous avez envie de lire Belle Amie, j'ai lu Belle Amie. Maupassant. Ça dure 10h30. Ah ouais, ça dure 10h30. Ah, c'est long, il faut avoir envie de m'écouter pendant 10h30. Mais non, je mets beaucoup d'énergie et d'engagement dans ces lectures. Mais oui, je suis passé par plein de médias. Et du coup, est-ce que tu as un média avec lequel tu préfères travailler? Est-ce qu'il y a des spécificités de l'un à l'autre que tu préfères garder? Moi, par exemple, je suis nul en Instagram et en ces réseaux-là. Ces médias-là, je sais pas faire. C'est un truc que je sais pas encore faire. Il faudrait vraiment que je m'y mette. J'ai du mal à... faire des stories, des photos de moi, des trucs où je raconte ma vie. Mais c'est vraiment important de le faire quand on est acteur, tu penses, ou pas? Couper les caméras. Non, franchement, aujourd'hui, c'est très important. Je crois que c'est très important aujourd'hui. Certains y arrivent très bien, comme Victor Meutlet, par exemple. Ah ouais, il a l'impression de pas y arriver, lui. Non, mais Victor, écoute ça, t'es vraiment un gros mytho. Parce que toi-même, tu sais que tu m'as donné des conseils de genre, faut le poster à cette heure-là parce que ça, il y a plus de likes. Alors, sauf si j'ai une bêtise, mais il me semble qu'il se revendique pas du tout comme un pro de. Ouais, il fait genre, il est fort. Non, c'est important. Bah Manon aussi, mais ils sont trop. Mais c'est parce qu'ils sont. Moi, je suis vieux, ça y est. Non, on dit pas mon âge. Attends, on dit pas l'âge d'une actrice. T'as pas beaucoup plus, hein. Non, c'est la même. Non, mais physiquement, ça marche. C'est la même génération, en gros. Physiquement, je suis plus jeune. Oui, physiquement, non, tu fais le même âge, je dirais. Même. Ok, super. Bon, c'est bon. Non, mais les médias, il n'y a pas un média. Si, tu parles de médias genre le cinéma. De format, ouais. Ouais, le format, si. J'adore théâtre et cinéma. Après, télé, aujourd'hui, ça prend tellement d'importance. Et il y a tellement de projets hyper intéressants à la télé. Quand on voit maintenant Netflix. Maintenant, la télé, c'est presque c'est des films réellement. Enfin, il y a des séries. Nous, par exemple, Voltaire, c'est presque 2 films en fait. Nous. D'ailleurs, le réal, il dit pas la série, il dit le film qu'on a fait. Ouais. C'est comme si on avait fait 2 films de c'est 4 épisodes, ouais. Ouais, c'est 4 épisodes d'une heure, donc voilà. Qui passeront sur 2 soirées, c'est ça? Exactement. Si je ne dis pas pas de connais bêtises. Pas encore les dates exactes.
de diffusion prochainement et actuellement sur Salto. Écoutez, prenez, inscrivez-vous. Elsa. Moi, je voulais juste revenir du coup sur cette expérience, ça avait l'air d'oublier, mais du podcast avec Queen of Snakes. J'ai trouvé ça hyper intéressant de voir des acteurs de cinéma s'investir dans le monde du podcast. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va évoluer par la suite? Complètement. Ouais, je pense qu'il y a un nouveau créneau média qui est arrivé. Et d'ailleurs, il y a Virginie Efira, je crois. Oui, je crois qu'il y a Virginie Efira qui vient d'en faire avec Natou. Et non, il y a de plus en plus de bah oui, c'est Coles, c'est ça sur Canal+. Ouais, de Timothée, c'est Timothée son prénom, j'ai un doute. Mais oui, sur Canal+, la série, série audio. Série audio, c'est comme, tu vois, c'est un nouveau média, on tente, pourquoi pas. Mais effectivement, ça marche de plus en plus. Et les gens utilisent, les gens écoutent. Moi, je pensais pas. Les livres audio, par exemple, je me suis pas dit, quelqu'un va aller écouter un livre audio. Ici, en fait, ça marche super bien. Donc voilà, tant mieux. Mais non, c'était sympa. Queen of Snakes. Mais c'est un copain, Nicolas Tarin, qui s'occupait de ce podcast-là. Donc il m'avait appelé et c'était avec plaisir. C'était cool. Revenons à l'origine et je pense notamment à ton premier rôle de cinéma. Quel âge, par exemple, à l'origine? 2 ans. 2 ans, on y va. Non, ton premier rôle au cinéma, c'est Intouchable. À l'origine, très bon film. À l'origine, avec François Cluzet, d'ailleurs, qui nous fait un lien avec et moi, Intouchable. François Cluzet, d'ailleurs, quand je devais faire un film avec lui, ça fait 2 films que je dois faire avec lui qui se font pas au final. Dommage. Mais d'ailleurs, quand je l'ai rencontré il y a pas longtemps, c'était l'année dernière, l'été dernier, je lui ai allé parler d'À l'origine parce qu'il y a une scène pour moi dans l'origine quand il vient à la banque, je sais pas si vous vous en souvenez, je crois que c'est à la banque, il vient déposer l'argent là et il dit mais qu'est-ce que je dois faire, il se vénère et tout, et putain, moi ce moment, mais je suis là genre waouh, trop fort et du coup je lui en avais parlé et tout. Il y a une autre scène aussi dans La Mécanique de l'ombre, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je vois l'affiche avec Bodila, Denis Padilles, François Cluzet, la première scène, le premier regard qu'il fait sur l'acteur, je sais plus qui c'est en face de lui, il fait un premier regard en ouverture, tu le vois et tu te dis waouh, j'ai tout compris de ton personnage, je sais tout ce que ton personnage, je sais tout, c'est trop bien. Sans parler, juste avec le regard, il faisait juste un truc avec son surligneur comme ça sur le truc, il est comptable je crois, il fait un truc, putain, je lui en avais parlé, je suis très fan. Très fan de Cluzet. Ouais, je trouve que c'est un acteur de ouf. Avec lequel tu étais donc dans Intouchable. Ouais. Je l'ai jamais vu dans Intouchable. Hein. Tu l'as pas croisé? Non, jamais. Mais Intouchable, premier. Je l'ai croisé la première fois. Putain, je raconte trop de trucs. Non, je tournais un film avec Valérie Bonneton, Alexandra Lamy, Arnaud Ducret. Le film, Charles, c'est ça? Ouais, d'Étienne Cécile, il y a très longtemps. J'avais jamais rencontré Cluzet et j'étais vraiment fan de lui déjà, genre en mode groupie un peu. Ouais. Et il vient dans l'hôtel où on est et je le croise, je suis en peignoir, je sors de la piscine, je suis en mode tongs, peignoir, vraiment mèche comme ça et tout. Et à François Cluzet, on me dit bonjour François Cluzet, je vais me coucher, ciao. Et t'as pas reconnu non, même pas, j'ai même pas osé faire genre on s'est connus. Il a pas signé le peignoir. Mais ce casting justement pour Intouchable, apparemment ça s'est mal passé justement. C'était nul, j'étais trop stressé, j'ai passé l'audition, j'étais nul. Mais vraiment, je suis sorti de là, je fais vas-y, je suis une merde, j'y arriverai jamais. Mais à chaque fois je dis j'y arriverai jamais, j'arrête. J'arrête. T'as pas dit les castings, c'est douloureux pour toi? Non, mais tout est douloureux. Ce métier est douloureux. Non mais ce métier est douloureux, c'est vrai, faut pas se mentir, hein, c'est extrêmement dur, en plus avec la période dans laquelle on est. C'est la frustration. Non mais c'est dur, c'est un métier qui est extrêmement dur, on va pas se mentir. Moi je suis pas de ceux qui disent c'est génial, non, c'est un métier qui est dur. Pour les acteurs ou même plus largement pour l'équipe? Non, pour en fait ce métier est génial quand tu travailles, et quand tu travailles pas c'est compliqué. Et non, c'est dur pour les réals, pour monter leurs films, c'est dur pour les acteurs. Après évidemment ceux qui font 8 films par an, ils vont te dire c'est génial, ce métier c'est trop facile. Mais on verra dans 35 ans où ils en seront. C'est toujours ça, c'est un métier où tu sais jamais ce qui va se passer. Mais Intouchable, très nul. J'étais trop stressé, trop angoissé. Tu les avais déjà rencontrés, c'est ça? Eric Toledano, Olivier Nakache. J'avais fait une pub avec eux pour des murs en placo-plâtre. Moi je faisais des pubs, tu vois, je faisais pas des trucs en genre caleçon Klein. Moi je faisais des murs en placo. Si ça permet de rencontrer Toledano et Nakache, ça permet de faire de placo-plâtre. Je suis content, mais je me dis mais d'ailleurs pourquoi ils réalisent une pub pour Castorama? Bon bref, et on s'était super bien entendu, ça s'était bien passé. Je m'étais dit ils vont peut-être faire attends, c'était quoi leur film? Mais Nos jours heureux 2. Je me suis dit tiens,
j'essaye de me placer pour 9h02, mais bon, je sais pas le faire donc je suis nul. Et en fait, ils m'ont rappelé pour Intouchable en me disant voilà, on aimerait te voir au casting et tout. J'avais pas fait encore. Est-ce que j'avais commencé à tourner non, puisque c'était mon premier film. Je commençais à tourner des séries télé. J'avais fait une série télé pour France 2 qui s'appelait Clash. Et donc je passe l'audition, trop stressé, mais nul, pourri, vraiment. Je sors de là, j'appelle mon agent, je me dis bon bah laisse tomber, nul. Putain, ils m'ont rappelé. Ils ont appelé mon agent en disant écoute, c'était nul, on va pas se mentir, mais c'est pas possible, on s'est dit ce gars, on le connaît, on l'a vu travailler, c'est trop bizarre, ça a pas dû bien se passer, il devait stresser et tout. J'ai dit ouais, complètement, on veut le revoir. Et j'y suis retourné, et en fait, il y avait Omar qui était là, et j'ai pas du tout passé l'audition, et je suis parti en impro avec Omar pendant je sais pas combien de temps. On s'est vanné pendant hyper longtemps, et il y avait Eric et Olivier qui étaient là, et ils ont fait vas-y, allez, go, c'est parti. Ça t'a détendu d'aller en impro? Ouais, je pense, ouais, ça m'a complètement détendu d'être avec Omar, puis de déconner. Voilà, il s'est foutu de ma gueule, voilà. Ça marchait. C'est là où il a trouvé va mettre une barrette. C'est là où il a trouvé le plumeau. Parce que j'avais les cheveux vraiment putain, le plumeau. Et après, ouais, c'était de l'impro la plupart du temps. C'était de l'impro comme Les Gamins, le film avec Chabat et Max Boublil, le film que j'ai fait. Ça, pareil, c'était complètement de l'impro. Toute la scène où, je sais pas si vous vous souvenez, moi j'avais une scène en fait de générique où j'avais un long monologue au générique. Et j'ai commencé par faire cette scène-là où j'étais en monologue avec Max Boublil. Et ça, on savait que c'était une scène de générique. Et j'entends au loin, Chabat, mais mort de rire, parce qu'il regardait le combo et je les entendais, c'était mort de rire. Et du coup, je me dis, c'est cool, j'ai fait marrer Chabat, trop bien, trop content. Et il devait préparer une autre scène et attendre. Il y avait le photographe plateau qui était là. Putain, je vous raconte trop de trucs. Vous me dites si je parle trop. Non, il y avait le photographe plateau qui était là et qui devait faire l'affiche du film. Et tu sais, ils étaient dans un parc pour enfants, dans un parc pour les enfants là. Et c'est compliqué de faire genre vas-y marre-toi et tout, et les deux ensemble ils étaient un peu gênés, donc ils ont commencé à dire racontez-nous des blagues et tout, et donc je suis parti, j'ai raconté des blagues et c'était mort de rire, et notamment donc là on attendait que la nuit tombe et donc je raconte cette blague à Chabat qui est donc qu'est-ce que le hula hula. Le hula hula, c'est un petit oiseau qui a des toutes petites pattes, des énormes couilles. Du coup, à chaque fois qu'il atterrit, ça fait oula, et ça fait mourir de rire. Et du coup, en fait, la nuit commence à tomber et ils disent ok, on lance la scène. Et ils étaient tous les deux au parc enfants là, sur une balançoire, et ils devaient se faire une scène. Et du coup, il faisait pas encore nuit complète, et du coup, le réal Anthony Marciano dit tiens, vas-y Thomas, mets-toi avec eux, vas-y, on lance la cam, improviser. Et le chef-op que je connais, qui habite dans mon quartier, il me dit souvent, c'est la première fois de ma vie où j'ai lancé la cam et je l'ai arrêté 15 minutes après. Sans coupe, on est parti en impro pendant 15 minutes et on dit des tonnes de conneries. Et d'ailleurs, Chabat raconte la blague que je lui ai racontée juste avant quand il était en train de faire l'affiche. Et moi, je me suis dit, bon, jamais ils vont le garder. Et en fait, si, on va le garder. Et après, il y avait une autre scène qu'on faisait après et tout, mais ça, ils l'ont coupé, c'est trop risqué. Enfin, vous voyez, je fais un dealer des beaux quartiers. Et je me fais appeler Abdelkader et je faisais la prière et tout après, la prière religieuse musulmane et tout. On s'est dit non, on va se faire un peu défoncer, ce qui potentiellement pouvait arriver. était possible. Elsa, oui, non Oui, j'avais une question par rapport à la comédie, c'est une question plus légère, mais t'as des stratagèmes des fois pour ne pas rigoler pendant des scènes ou... Impossible, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Je crois que le plus dur j'avais fait une pub avec Elie Semoun, putain, on faisait les petites annonces d'Elie, mais c'était Fanta qui faisait toute une campagne de pub et je faisais putain, wow, il était très très fort là-dedans. C'est compliqué. En fait, franchement, là ça fait longtemps que j'ai pas fait de comédie, donc j'ai du mal à me souvenir, mais je suis assez rieur. Pef, quand je tourne avec Pef et Isabelle Nanty, putain, c'était dur. C'est dur de faire poker face, quoi. Ouais, c'est dur, puis quand tu pars en fou rire, tu sais que c'est mort, t'as toute l'équipe qui attend, genre vas-y les cocos, là, arrêtez de vous marrer. Tu te dis désolé les gars, mais c'est dur hein, de pas te marrer. Et c'est dur de faire rire en comédie, c'est une émotion qui est dure à transmettre en tant qu'acteur. En fait, moi personnellement, je me dis pas genre là, faut que je fasse rire. Si tu te dis là, faut que je fasse rire, ça ne va jamais marcher. Jamais. Non, en fait, moi, je joue toujours à la comédie comme le drame. C'est-à-dire comme un drame. C'est-à-dire tout doit être... c'est dramatique. C'est absolument pas... Je cherche pas du tout à faire rire.
Au contraire, Chaplin faisait ça sur tous ses films. C'était c'était dramatique, quoi. Tout c'était ça qui faisait rire au final. C'est la situation qui fait rire. C'est pas la vanne, c'est pas la blague, c'est vraiment la situation. Moi, je pense que je suis plus un acteur de situation, genre un peu absurde ou quoi. Mais genre des trucs de vanne, je sais pas si j'arriverais vraiment à. En impro, si, je pense, je peux trouver des trucs comme ça. Mais il y a des acteurs qui sont. Ninet, il est oui, très, c'est très, sûr. très, très fort, la team de François Civil, je pense que tout ça. Benjamin Laverne. J'aimerais bien un jour me retrouver au milieu d'eux en comédie pour voir comment ça marche. Pour 5-2 peut-être. Bah ouais. 6 du coup. Bah, je connais bien Igor, puisque Igor Gottesman il est dans Edmond. Et voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Qui est le réalisateur et scénariste de Five. De Five et de Family Business et tout ça. D'accord. Voilà. Et alors quelque chose d'un peu moins drôle, mais cette crise de coronavirus, elle perturbe un peu les salles de cinéma. De quoi? De coronavirus. Je vais en profiter pour manger un sneakers. Oui, je pense que c'est l'occasion. Là, c'est l'occasion. Et donc, est-ce que tu es inquiet, toi, pour les salles de cinéma? Petit suspense. Je vais manger ce sneakers en même temps que je parle. Vas-y. Oui, évidemment que je suis inquiet. Ouais. Évidemment, c'est horrible. Non, blague à part, je vais poser ce sneakers parce que ça le fait pas. Mais ouais, moi je suis inquiet. Non, mais en fait, ok, on rentre là-dedans. On rentre dans la politique, donc je vais boire. On quitte l'oiseau et les grosses couilles. Il faut rigoler depuis 20 minutes. La transition est un peu violente. J'ai l'image. Bien sûr que je suis inquiet. Bien sûr que ça me manque terriblement. Bien sûr que je ne comprends pas pourquoi on ferme les salles. On en revient toujours à ça. C'est-à-dire pourquoi on laisse les transports ouverts, pourquoi on met des gens agglutinés les uns aux autres dans les supermarchés, et pourquoi on ferme les salles de cinéma, les salles de théâtre, les salles d'opéra. Je trouve ça terriblement incompréhensible. Je trouve que c'est en plus une image très violente qu'on donne à la culture et aux gens qui font de la culture. Pour moi, c'est si important, la culture. Là, pendant le confinement, les gens étaient très, très heureux de voir des séries, des films, de regarder des stories de tel Instagram, de tel acteur, de tel machin, Et puis en fait, on se dit, bon bah non, en fait, on n'est pas essentiel. Ce mot essentiel, c'est un mot qui a été mal choisi. Et c'est un mot qui restera à jamais, en tout cas moi je me souviendrai toujours d'avoir été catégorisé comme étant non essentiel. Après effectivement manger c'est plus essentiel que aller au cinéma, que rire, et encore. Non mais c'est important de se nourrir intellectuellement, c'est important de se nourrir, c'est important de rire. Moi je ne vois pas le cinéma comme étant non essentiel. Moi j'ai besoin de cet espace de liberté, j'ai besoin de ça pour oublier mon quotidien, pour voyager, pour tout ça. Et ouais, je suis inquiet parce que on n'en voit pas le bout, et on se rend pas compte que il y a quand même 2020, il y a énormément de films qui devaient sortir, qui ne vont pas sortir, qui seront reportés en 2021, pas pour tout le monde. En 2021, il y a déjà plein de films qui doivent sortir, donc il y a un embouteillage de films qui vont... Et puis plus on retarde l'échéance, plus ça se décale. Il y a plein de films qui vont pas pouvoir sortir, qui devaient sortir. Les plateformes, on dit mais oui, mais maintenant les plateformes... Tous les distributeurs des films en 2020 ou 2021 sont en train d'aller vers les plateformes, sauf que les plateformes elles peuvent pas acheter tous les films. Il y a maintenant là en ce moment il y a 85% de projets sont des séries et 15% sont des films. Donc là il y a trop de films, il y a trop de séries, il y a trop de demandes. Donc en fait tout ça fait que tu te dis où on va. Et puis il y a plein de distributeurs qui vont devoir mettre la clé sous la porte, plein de producteurs qui vont devoir mettre la clé sous la porte, des artistes qui vont devoir changer de métier parce qu'ils peuvent plus subvenir à leurs besoins. On pense aux acteurs en se disant ouais mais ça va, toi tu fais un film, tu gagnes tant. Ouais mais en fait moi potentiellement ça va et encore, mais il y a des techniciens qui ont besoin de ça, tous les techniciens qui sont dans les théâtres. Alors les tournages ça continue oui, mais les musiciens, mais les techniciens
mais mais les boîtes de nuit, enfin c'est dramatique. Mon frère est restaurateur, donc évidemment je compatis aussi pour lui, mais mon autre frère est auteur, metteur en scène, et bon bah voilà, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien, il y a très peu d'aide pour eux, donc en fait je comprends pas ce truc de fermer les salles, je comprends pas. Je comprends fermer les restaurants parce qu'on enlève le masque, parce qu'on parle, parce qu'il se passe plein de trucs, parce qu'on fait pas circuler l'air, parce que tout ce que tu veux. Les cinémas, on se parle pas parce qu'on parle pas, donc on mange pas dans les cinémas puisqu'on arrête de servir des pop-corn, tout ce que tu veux. Donc on parle pas, on regarde tous dans la même direction. On fait une demi-salle si vous voulez, mais au moins on laisse ouvert. Et en plus, là-dedans, dans tout ça, c'est que je trouve qu'on envoie une image vraiment délétère de ce qu'est la culture. Quand on voit que la culture est si importante dans nos vies, surtout en France, où on connaît, on a ce pays avec cette culture cinématographique, cette culture théâtrale, les musées, tout ça, c'est hyper important pour nous en tant qu'être humain, je crois. Et puis pareil, les générations à venir, bah là, elles sont habituées à rester devant leur télé, devant leur téléphone, et moi, ça me fait flipper. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens... Non, c'est pas vrai. Parce que je me parle en même temps. J'allais dire un truc et je me dis non, c'est pas vrai. Parce que j'allais dire, mais j'ai l'impression que les gens vont plus avoir envie. J'arrive pas à le croire. Je pense que les gens n'attendent qu'une seule chose. En France, en tout cas, il y a eu un retour aux salles après le premier confinement. Donc il y a quand même une envie qui était un retour qui était timide, mais quand même plus fort que dans beaucoup de pays européens ou même outre-Atlantique. Alors là, on parlait de l'Espagne qui a laissé ouvert depuis juin ses théâtres, ses cinémas. Alors, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, disait oui, mais on verra ce qui va se passer. Eux aussi vont être... Mais oui, d'accord. Mais en même temps, ils ont montré que c'était important. C'était important. Rapidement, Gabriel. Vous avez vu comme tout d'un coup on est passé d'un de la comédie à... Et est-ce que justement dans cette période difficile, est-ce qu'il y a un moyen pour les acteurs et le monde de la culture de se faire entendre, je sais pas, faire du lobbying? Est-ce que ces choses-là sont possibles ou est-ce qu'il y a vraiment une rupture de dialogue entre les prises de décision? Moi je pense qu'il y a une rupture de dialogue. On nous a clairement dit mais laissez tomber quoi, vous n'êtes pas essentiel. Donc en fait vous n'avez rien le droit de dire. Alors oui, il y a des aides. Oui, il y a des aides, ok, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Alors, on peut pas aider tout le monde, certes, et en même temps, on n'y est pour rien là-dedans. En plus, c'est reconnu comme étant des lieux qui ne sont pas des lieux de contamination. En fait, donc, si on m'avait dit, franchement, si on m'avait dit, dans tel cinéma, il y a eu un cluster, on ferme les salles de cinéma, ok, d'accord, les gars, pas de souci. Mais non. Non, les distributeurs, pas les distributeurs, aussi les distributeurs, les salles de cinéma ont mis en place des protocoles sanitaires. Exactement, un protocole sanitaire qui leur a coûté de l'argent, qui a prouvé qu'il n'y avait aucun souci. Et on leur dit non, laissez tomber en fait. Et oui, bah en fait, je vois pas ce qu'on peut faire à part aller manifester. Et encore, même en manifestant, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. La ministre de la Culture en a encore parlé hier en disant clairement, on n'en parle même pas, on en parle sans vraiment en parler. Je sais pas, ils ont mis combien de temps pour dire le mot culture. Enfin, on était oubliés complètement en disant laissez tomber en fait. Vous ne nous intéressez pas. Voilà. Donc moi je suis un peu en colère contre tout ça et il y a des manifestations qui vont être faites encore. Il y a je crois que le 16 janvier, je crois qu'il y a une manifestation pour ça, mais bon, ça ne va rien changer. Voilà. Je vous avoue que je suis pas très optimiste, mais non, ce qui m'inquiète, c'est surtout l'avenir de tout ça, c'est-à-dire comment ça va se passer. Voilà. Mais il faut absolument aller au cinéma, continuer à aller au cinéma, continuer à aller au théâtre. Mais est-ce que les gens vont avoir l'argent pour y aller? C'est ça aussi, puisqu'on se serre tous un peu la ceinture. Donc voilà, il y a des efforts qui vont devoir être faits et j'espère qu'on va sortir de là encore optimiste. L'horizon début février, tu penses pas que ça soit possible? Non, pas du tout. Alors vraiment pas du tout. Je n'y crois pas une seule seconde à l'horizon février. Moi, je me projette à septembre. À mon avis. Septembre, 2021. Ouais, à mon avis. Enfin, alors,
tout le monde parle du printemps. Elle nous a encore cité Neruda en disant le printemps, je sais plus quoi, Roselyne Bachelot. Donc potentiellement, elle doit se dire que le printemps, c'est la date clé pour ouvrir les salles et tout. Mais vous avez vu là ce qui se passe. On est parti pour être reconfiné. Ça sent ça. Donc ouais, c'est chaud. Bon bah on espère. Je vous ai bien plombé le. non mais pas du tout. C'est important. Mais oui c'est ça, c'était une question qui est importante à aborder. Voltaire sans la verve soutient les salles de cinéma. Ouais. On va terminer sur une note un peu positive, ou en tout cas bah, tu vas nous dire si tu devais donner un conseil au Thomas de 10 ans, tu lui donnerais quoi comme conseil? Putain. Vacciner contre la Covid. Le conseil que je pourrais lui donner et que je me donne encore au Thomas d'aujourd'hui, je dirais pas mon âge, mais on le sait, c'est de garder espoir, de garder confiance, de continuer de travailler et de rester la même personne qu'il est depuis qu'il a commencé à faire ce métier, et de garder le même sens. C'est-à-dire faire ce métier pour ces raisons-là et pas pour d'autres. Pas pour de mauvaises raisons. Voilà, c'est ça. Bien. Bah, merci pour ce conseil, Thomas, et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que tu es donc actuellement à l'affiche des aventures du jeune Voltaire, déjà disponible sur Salto et bientôt sur France Télévisions. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à tous nos clappeurs aussi d'avoir été avec nous. Merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de chez Sunday Night Productions qui produisent Clapement 5. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube Sunday Night Ciné-Série et activer la cloche afin de découvrir tous ces épisodes en version filmée. On se retrouve vendredi, Thomas, pour ton questionnaire Spielberg, dans lequel tu nous parleras avec toi de tes goûts cinéma. Voilà, encore en soutien aussi aux salles de cinéma, à ces films qui sont sortis en salle et que tu vas nous recommander. À vendredi, d'ici là, et bien, prenez soin de vous.